faut un plan de bataille de politique. C'est-à-dire qu'il faut alerter, sensibiliser l'opinion publique, pétition, écrire à vos députés et faire en sorte que cette monnaie numérique ne puisse pas advenir. C'est le premier combat à mener, sensibiliser un maximum de monde. Et là, pour le coup, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. S'il faut aller sur BFM pour expliquer que le pass monétaire, c'est un outil qui peut devenir un outil d'asservissement généralisé, je le ferai. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Nexus et on continue notre chronique des gardiens du droit. On nous a pompé d'autres médias qui nous ont pris ce terme, mais on est les premiers à l'avoir pris. C'est dans cette chronique, on vous donne des outils en tant que citoyen pour vous protéger contre les grandes institutions. Et on est toujours avec Maître David Guyon, avocat au barreau de Montpellier et Paris. Tout à fait. Si je dis pas de bêtises. Merci d'être avec nous. On va parler. Alors là, on essaie d'autres formats. On va mettre plein de sujets, qu'on va donner des petits tips très rapidement. Et vous pourrez aller sur sa chaîne si jamais il y a un sujet que vous voulez creuser. C'est à fait des vidéos de 1 heure sur chaque sujet. Tout à fait. Voilà. Mais là, on va essayer d'en parler. On va parler de la monnaie numérique, comment se protéger des dérives sur la monnaie numérique. Il y a des nouveautés sur le harcèlement moral institutionnel pour se protéger de ça. La suppression de la baisse de la franchise de la TVA, c'est très intéressant, la fin des ZFE. Il y a une plainte des patriotes aussi, qui ne concerne pas les patriotes, mais qui concerne, c'est sur quel sujet déjà ? Une décision de la Commission européenne. Voilà, moi je vais beaucoup découvrir en même temps, mais voilà, je vais pouvoir me poser en tant que novice sur le sujet. Bonjour maître, et tout d'abord, il y en a beaucoup qui vous ont vu sur BFM Télé, où vous êtes allé faire une communication marketing. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, votre stratégie là-dessus, puisque voilà, certains se disent non, il faut pas parler avec les médias de masse, etc. Comment vous l'interprétez ? Alors, très bonne question, Romain. Effectivement, c'est une question qu'on m'a déjà posée. Pourquoi vous parlez avec les médias machiavéliques, les médias qui se sont fait le porte-parole du gouvernement ? Qui ont de vraies stratégies de propagande. Et qui ont effectivement participé à une stratégie de propagande. Alors, moi, j'essaie Moi, j'essaie de rappeler toujours une chose, c'est que le monde n'est pas manichéen. Il n'y a pas les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Il y a des gros cons de notre côté, et il y a effectivement des gens très mauvais qui sont aussi de l'autre. Donc déjà, le monde est beaucoup plus subtil. Deuxième chose, la plupart des gens m'ont découvert la première fois sur BFM TV. Ce qui veut dire que ce média a la capacité de faire en sorte que des gens qui ne me connaissent pas puissent me découvrir et ainsi se dire, tiens, ce qu'il défend comme valeur, c'est intéressant. Et moi, ce que j'ai toujours regretté, c'est que finalement, sur ma chaîne YouTube ou sur les médias alternatifs comme Nexus, François ou d'autres, c'est que malheureusement, on est souvent un peu en vase clos. On se parle qu'entre nous. Un truc de niche. On est sur une niche. Alors j'apprécie cette communauté, évidemment. C'est pour ça que je reviens régulièrement ici et je suis ravi de faire ces chroniques avec vous, Romain. On a envie qu'elles s'étendent. Et on a envie que ça s'étende. Mais c'est vrai que pour moi, c'est regrettable qu'on ne puisse pas être capable, finalement, de faire adhérer beaucoup plus de personnes à cette parole qui me paraît essentielle, c'est-à-dire la défense de nos libertés fondamentales. Aujourd'hui, nos libertés fondamentales deviennent facultatives. Elles deviennent conditionnelles. Et moi, je veux lutter contre ça. Et une des meilleures stratégies pour le faire, c'est d'alerter et d'informer un maximum de citoyens qu'il est en train de se passer quelque chose. Vous avez réussi à toucher des journalistes là, dans les coulisses là-bas qui viennent un petit peu sur les... Il y a beaucoup plus de journalistes qui sont sensibles à nos causes qu'on ne le pense. Mais le problème, c'est qu'il y a le directeur de publication qui dit stop. Ils font pas ce qu'ils veulent. Donc moi, je trouve ça intéressant d'entretenir des liens aussi avec eux, parce que le jour où il y a un sujet qui est extrêmement important pour nous, ils connaissent ma tête, ils savent qui je suis, ils connaissent mon numéro de téléphone, ils peuvent me contacter et je peux apporter de la contradiction pour éviter qu'on ait des gens qui, à l'unisson, propagent la parole du gouvernement. Et ça me paraît extrêmement important, qu'on puisse communiquer aussi avec ces médias, comme avec tous les autres. Je rappelle qu'il n'y a pas que sur BFM que je suis passé. Et ça, c'est ma stratégie. C'est créer du lien, finalement, entre deux mondes qui, a priori, n'ont rien en commun, mais qui, en réalité, dans les deux cas, nous, ce qu'on veut, c'est une vie qui soit meilleure, où nos libertés sont respectées. Et il y a aussi des gens qui sont sensibles à ça de l'autre côté. Et c'est très intéressant, oui, parce que comme ça, le jour où ils veulent s'intéresser à un sujet, ils ont aussi le numéro de téléphone. J'aimerais bien qu'il y en ait quelques-uns qui l'aient, comme ça, au moins juste pour me demander tiens, Romain, tu penses quoi de ça ? Parce que c'est comme ça, c'est en sortant de ce vase clos qu'on peut essayer justement d'aller plus loin. Et moi, effectivement, je vois les sujets sur lesquels travaille votre cabinet, est-ce que des sujets effectivement valeureux, donc on juge aussi la personne à ce qu'elle fait, à qui elle aide, etc. Allons dans le vif du sujet. Donc le premier, justement, la monnaie numérique. C'est un des sujets qui inquiète beaucoup de citoyens libres ou de citoyens qui éveillés, comme on le dit souvent. Comment est-ce que... Voilà. Alors, quelles sont les nouveautés juridiques sur ce sujet ?
Alors, quand on parle de monnaie numérique, on parle de la monnaie numérique de banque centrale. C'est-à-dire que dorénavant, l'argent qu'on va utiliser serait de l'argent qui serait directement en possession de la banque centrale. Ce qui mettrait finalement fin à tous les intermédiaires qui sont les banques commerciales, le Crédit Lyonnais, le Crédit Agricole, etc., etc. Ces banques devraient davantage s'inquiéter de leur survie que nous, les simples citoyens. On avance un certain nombre de motifs pour justifier cette monnaie numérique, une meilleure résilience, éviter les crises économiques, sécuriser les paiements. Mais en réalité, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la monnaie numérique permettrait de tracer toutes les dépenses et les recettes qu'une personne pourrait être amenée à avoir. En d'autres termes, on sait ce que vous achetez, quand vous achetez, où vous l'achetez et combien vous l'achetez. Et on comprend ici que finalement, c'est la fin de l'anonymat. L'État saura tout, exactement tout de vous. Alors, quelques situations un peu cocasses. Imaginons que vous avez des goûts particuliers et que, évidemment, on est capable de savoir que vous êtes abonné à certains sites pornographiques, d'où il faudra bientôt s'identifier, vous le savez, Romain. On connaîtra également vos goûts, c'est-à-dire on saura combien de fois par jour vous mangez au restaurant, où est-ce que vous allez manger, si vous êtes parti manger avec votre maîtresse ou avec votre famille, etc., etc. On comprend assez aisément qu'en réalité, ce flicage... Tout sera tracé. Tout sera tracé. Mais surtout, c'est ça qui est extrêmement important, on se rappelle des soignants suspendus. Que se passera-t-il si demain l'État sait exactement tout de vos dépenses et de vos recettes ? Il sera possible demain, sur un simple bouton, de suspendre toute possibilité d'achat, de le conditionner dans le temps, de le conditionner dans un montant, et ce, de manière totalement absolue. Ce qui a fait que beaucoup de soignants suspendus ont pu survivre. C'est qu'en fait, il y avait d'autres solutions à côté. Un peu de travail au noir, qui n'a rien de raciste, il faut le préciser. Un peu de... Travail au noir, mais pas du tout. Ouais. Non, parce qu'on a eu un député qui trouvait que c'était effectivement un terme racial, alors que c'était historiquement parce que les personnes travaillaient à la lumière de la bougie dans le noir. Donc bon, bref, okay. Pour le côté un peu historique. Et évidemment, il y avait aussi... Les députés aiment bien refaire l'histoire, parfois. Surtout les députés LFI. Bon, j'ai rien contre eux, mais certains manquent véritablement de culture. Et malheureusement, il n'y en a pas un qui rate l'occasion de passer... Il y en a aussi à droite. Oui, non, mais c'est pas propre. Mais là, effectivement, c'était un député LFI. Bon, effectivement, c'est quand même dommageable. Surtout qu'après, c'est la qualité de nos représentants qui est mise en question. Et donc, la confiance du public dans les personnes qui sont censées voter les lois. Donc, cette parenthèse étant fermée... la monnaie numérique pourrait devenir effectivement un pass monétaire. C'est pas comme ça qu'elle est conçue, mais elle pourrait devenir un pass monétaire. Et ce pass monétaire ferait qu'on pourrait suspendre vos paiements à tout instant, voire même les recettes. Et je rappelle que c'est exactement ce qui s'est passé avec le convoi de la liberté. Si on gèle vos comptes, c'est terminé. Vous n'avez plus de moyens alternatifs. Et surtout qu'on gèle vos comptes. Pourquoi ? Parce que vous n'auriez pas respecté une injonction gouvernementale, parce que vous seriez un gilet jaune puissance 1000, parce que vous seriez un dangereux récalcitrant et que sur les réseaux sociaux, vous auriez pris la parole en opposition totale avec la position du gouvernement actuel. Bref, des confrères comme Maître Divisio, par exemple, pourraient se voir du jour au lendemain bloquer les comptes, comme ça a été le cas pour sa chaîne YouTube. Les journalistes chez Nexus. Exactement. On pourrait considérer demain que vous seriez potentiellement dangereux et donc on viendrait activer ou désactiver votre possibilité de dépenser votre argent. Et c'est ça, ce qu'ils voulaient faire avec François, par exemple. C'est exactement ce qu'ils ont voulu faire avec François, sauf que dorénavant, ce sera totalement possible et facile, puisque les seuls paiements autorisés, ce sera effectivement la monnaie numérique. Comment on se protège alors ? Alors, pour se protéger, premier point, moi j'ai établi une stratégie en 2 points. Premier plan de bataille de politique, c'est-à-dire qu'il faut alerter, sensibiliser l'opinion publique, pétition, écrire à vos députés et faire en sorte que cette monnaie numérique ne puisse pas advenir. C'est le premier combat à mener, sensibiliser un maximum de monde. Et là, pour le coup, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. S'il faut aller sur BFM pour expliquer que le pass monétaire, c'est un outil qui peut devenir un outil d'asservissement généralisé, je le ferai. Donc c'est agir tout pendant que là, il y a encore... Là, c'est un moment charnière. Pour l'instant, ça reste un projet. Tant que c'est en projet, il faut agir à fond. Ouais, complètement. C'est intéressant. Donc là, c'est un moment carrefour, quoi. C'est un moment carrefour. Deuxième chose, si un jour une loi est adoptée, dans ce cas-là, il faudra la contester extrêmement rapidement. Et pour la contester, on contestera d'abord les mesures réglementaires, les décrets qui viendront préciser dans les faits comment va s'appliquer ce pass monétaire, enfin cette monnaie numérique. Et à cette occasion, on fera ce qu'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité. Et en parallèle, on fera remonter jusque devant le Conseil d'État les mesures réglementaires pour qu'elles puissent être annulées. Si le Conseil d'État, qui a mené cette chronique Les gardiens du droit, un peu comme la
nôtre s'avérait être extrêmement compréhensif à l'égard de ce nouvel outil et qui ne nous donnait pas gain de cause, nous pourrions aller jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme, parce que là, on pourrait avoir un écho différent, puisque la Cour européenne des droits de l'homme représente 47 États. Et je rappelle aujourd'hui que les soignants suspendus sont devant la Cour européenne des droits de l'homme et que certains États nous soutiennent. Mais du coup, l'euro numérique, là, on vous parlait de la question de constitutionnalité, sauf que si ça passe au niveau européen, la France ne pourra plus rien faire, les Français ne pourront plus se défendre. Alors c'est ça qui est assez drôle, c'est que la Constitution reconnaît la supériorité du droit européen sur la loi, mais la Constitution reste toujours au sommet de l'ordre juridique. Donc, ça veut dire qu'il y a potentiellement une faille juridique qui pourrait être menée. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas dans quelles conditions ça va être voté, mais une chose est sûre, il est possible d'engager effectivement des actions juridiques. Ça sera une étape nécessaire, et je partage tout à fait la position de mes confrères qui, durant la crise sanitaire, ont expliqué que s'il n'y avait pas eu la contestation et la mobilisation de certains avocats, parce qu'on n'était pas très nombreux, on pense que le gouvernement serait allé beaucoup plus loin. Donc c'est pas que la victoire juridique, il y a aussi le fait que le gouvernement, pour éviter des revers juridiques qui viendraient l'affaiblir politiquement, puisse se dire qu'il va y avoir finalement des dangereux avocats qui vont mener le combat, et j'en ferai partie. Et ça me paraît nécessaire, parce que c'est aussi une forme de préservation de nos libertés, même si on ne gagnera pas tous nos recours. Et donc là, le plus important, c'est lutter tant que c'est pas passé, tant que c'est qu'un projet, la prévention. Il faut faire de la prévention citoyenne. Tout à fait. C'est quoi ça? Vous avez dit des recours aux députés, c'est ça? Des pétitions, écrire à nos députés, sensibiliser l'opinion publique. Ça sert à quelque chose? Les pétitions, ça sert à savoir combien on est. Ça, c'est important. Savoir est-ce qu'on est seul à penser ça, ou est-ce qu'il y a d'autres personnes dans d'autres sphères qui sont aussi quand même sensibilisées à cette question-là. D'accord. Sachant aussi qu'on a l'article 11 de la Constitution qui nous permet, grâce à un nombre de quasiment 250 000 signatures, de pouvoir solliciter la création d'un référendum, d'une nouvelle loi. D'accord ? Donc ça, c'est aussi des possibilités qu'on a dans la Constitution. Donc les pétitions, c'est pas totalement inutile. Intéressant. Alors, passons au deuxième sujet. Juste avant le deuxième sujet, je suis désolé, on est en rapide aujourd'hui, puisqu'on est entre deux tournages, comme on tourne en différé, on n'est pas en direct là. Après, il y a une émission de Morad. J'en profite juste pour vous dire que le dernier Nexus est en kiosque, et le 5 septembre, on fait une grande soirée Nexus dans laquelle vous êtes... Alors, j'aimerais dire tous invités, vous êtes tous invités, mais on pourra prendre que les 700 premiers internautes lecteurs. Inscrivez-vous sur nexus.fr et venez, il y aura des conférences, des penseurs, il y aura plein d'événements très sympas pour ces 25 ans de Nexus au Théâtre du Gymnase, théâtre qui a 200 ans. Le deuxième sujet qu'on voulait prendre, alors on en a deux, la suppression de la baisse de la franchise de la TVA. Est-ce qu'on peut aller rapidement sur ce sujet? Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Il n'y a pas grand-chose à savoir, c'est qu'on a fait paniquer toutes les micro-entreprises puisqu'on allait abaisser le taux de franchise de TVA, c'est-à-dire le taux d'exonération de TVA, à 25 000 €. C'est-à-dire qu'au-dessus de 25 000 €, TVA, 20% pour tout le monde. Donc ça allait détruire les micro-entreprises. Et finalement, après avoir tant bataillé, il a été décidé de ne pas appliquer cette mesure et de la supprimer. Jusqu'à quand, comment, et surtout quelle confiance on donne dans l'économie quand on voit qu'il y a de telles mesures aussi, franchement, qui sont aussi destructrices de création de valeur. Comment va-t-on avancer en ce pays, finalement, qui est gouverné aujourd'hui au compte-gouttes, à la notoriété, et avec des mesures qui sont anti-productives, parce que ça n'encourage pas à entreprendre. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de lois qui empêchent les auto-entrepreneurs de pouvoir agir. On vous ramène aussi sur l'affaire des grandes surfaces, où les grandes surfaces détruisent des centaines, des milliers de commerces chaque année en s'installant illégalement et en étant soutenus par les institutions. Et justement, le harcèlement moral institutionnel, troisième sujet, qu'est-ce qui est important à savoir dessus ? Le harcèlement moral institutionnel, c'est une notion qui a été créée par la Cour de cassation en ce début d'année 2025. 21 janvier 2025, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a reconnu l'existence d'un harcèlement moral institutionnel. J'explique rapidement quelle est l'histoire. Donc c'était dans une affaire, ça fait jurisprudence. C'est une affaire, en tout cas, qui a été rendue par la plus haute juridiction suprême au niveau civil. Et cette juridiction a créé donc le harcèlement moral institutionnel. Elle dit que c'est pas vraiment une création, elle dit que c'était en fait une forme de harcèlement moral. Donc elle s'appuie sur l'application du code pénal et de l'incrimination du harcèlement moral. C'était à l'occasion des affaires de télécom. Vous savez que Orange a dû supprimer plus de 22 000 postes et que pour ce faire, ils n'ont pas harcelé directement chacun des agents, ils ont mis en place une politique de management qui a conduit à ce que certains agents se suicident et à ce que de nombreux démissionnent.
Donc c'est ça le harcèlement moral institutionnel, c'est d'étendre le harcèlement moral non plus à la situation classique que l'on connaît, c'est-à-dire des actes d'intimidation, des reproches, des moqueries ou autres qui vont avoir pour effet ou pour conséquence une dégradation des conditions physiques ou morales, mais bien une situation de management où là il n'y a plus une seule personne qui est pris à partie, mais bien tout un système qui se met en place à l'égard de tous les salariés et qui va conduire finalement au même résultat, c'est-à-dire une dégradation des conditions de santé physique et psychique. Et donc, là, ce que vous dites en amenant ça, c'est que certaines personnes, grâce à ce recours de cette jurisprudence, certaines personnes peuvent maintenant faire valoir ça ou porter plainte pour harcèlement moral. Alors, il y a 2 intérêts à cette jurisprudence et c'est pour ça que j'ai fait une émission sur ce sujet précisément. Premier intérêt, c'est que dorénavant, il y a des situations qui probablement n'étaient pas encore appréhendées par le droit, politiques de management extrêmement dures, qui vont dorénavant pouvoir l'être. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on peut ne pas se sentir visé individuellement, mais par contre sentir qu'il y a effectivement une politique de management qui dégrade les conditions de travail. La deuxième chose, et là c'est quelque chose d'un peu plus créateur, je me suis interrogé en tant qu'avocate pour savoir si cette notion, qui est certes reconnue par la Cour de cassation, ne pourrait pas être invocable dans le cadre d'un contentieux avec l'État. Et là, ce à quoi j'ai pensé, c'est notamment l'État, lorsqu'il met en place des politiques extrêmement stressantes à l'égard des citoyens, comme la vidéo, passe sanitaire, passe monétaire, obligation vaccinale à la sortie d'une suspension sans aucune rémunération. Même la vidéo-verbalisation aujourd'hui. Exactement. Toutes ces situations qui pourraient avoir pour effet ou pour conséquence de dégrader les conditions de travail ou de vie en société, psychologique ou physique, ne pourraient-elles pas être un moyen invocable à l'encontre de l'État ou des administrations? Ah, donc ça ouvre un panel pour les citoyens pour se défendre contre l'État. Tout à fait. En tout cas, raisonnablement, au regard de l'égalité devant la loi, moi, si je suis dans un contentieux avec l'administration, je devrais pouvoir invoquer cette jurisprudence et l'application de ce principe. Ça, c'est intéressant, parce qu'il y a certaines personnes, quand je leur parle, donc je leur parle des émissions qu'on fait, je leur montre le contenu, certaines personnes me disent « Non mais, Maître Guyon, il vend du rêve. Il vend du rêve parce qu'il parle de ça. » Et c'est, des fois, sur certains cas, c'est quelque chose qui revient, et ils disent « Moi, je suis allé là-dedans, des avocats parfois, puis j'ai perdu. » Mais c'est pas le même cas exactement. Vous dites, en droit, il faut aussi tenter, puisque parfois, c'est justement en tentant quelque chose qui n'a jamais été fait. Cette personne-là, sur Orange, avant, elle aurait pu se dire non, c'est impossible en droit parce que ça n'a jamais été fait. Et finalement, boum, elle gagne, ça fait jurisprudence et ça ouvre des possibles. Exactement. Pour le futur. C'est intéressant. Ça s'appelle les revirements de jurisprudence, les évolutions de jurisprudence. Le juge, il n'a pas créé une règle de droit venue de nulle part. Il y a un avocat qui a eu une idée, qui l'a mise sur papier, qui l'a plaidée dans ses écritures, et à un moment donné, le juge s'est dit ok, effectivement, c'est intéressant, et on crée une nouvelle règle de droit. En tout cas, là, ici, on l'a étendu à une situation qui n'était pas forcément celle initialement prévue par les textes. Donc, oui, il y a toujours un côté créateur. Moi, j'ai envie de dire, par exemple, sur les soignants suspendus, où on me dit, vous vendez du rêve, ils ne seront jamais indemnisés. Ok, demain, ils sont indemnisés. Qui a vendu du rêve? Qui a donné un mauvais conseil? Celui qui a dit, ça sert à rien, il ne faut pas y aller? Ou David Guyon qui a dit, écoutez, moi, j'applique le droit, tout le droit, rien que le droit, et voilà ce que nous dit le droit. Maintenant, la jurisprudence, elle peut évoluer, il peut y avoir un revirement de jurisprudence, mais est-ce que mon tort, finalement, c'est juste pas d'avoir eu raison trop tôt? Parce que là, l'avocat qui a invoqué le harcèlement moral institutionnel, je pense qu'on a dû se moquer de lui pendant de très nombreuses années, parce que ça n'existait pas et que effectivement, ça ne collait pas aux faits. Mais aujourd'hui qu'il a eu raison, son tort, c'est quoi? C'est d'avoir été novateur, créateur, et d'avoir bougé les lignes. Donc bravo à lui. C'est passionnant. Et ce sont les gens positifs qui font avancer la société et qui permettent de s'opposer au droit. Même on parle souvent, on a le droit de vote parce que certains se sont battus contre. Mais avant, il n'y avait pas le droit de vote. C'était utopiste d'avoir le droit de vote. C'était utopiste d'avoir la sécurité sociale. C'est intéressant. C'est intéressant parce que du coup, ceux qui font bouger les lignes sont parfois ceux qui vendent du rêve. Je ne dis pas tout le temps. Il y a aussi des échecs. Comme tout. Disons qu'il faut savoir rêver. Ceux qui restent sur place sont ceux qui vendent du cauchemar. Ouais. C'est ça qui est intéressant aussi. Pardon, non, mais pour compléter, effectivement, la pensée est créatrice. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous ne pensez pas plus haut que la masse, effectivement, vous ne ferez pas évoluer les choses. Et moi, je suis quelqu'un d'extrêmement positif. Je pense que le meilleur reste à venir, mais que par contre, évidemment, le meilleur sera influencé par ceux qui y croient et qui, à un moment donné, ont agi aussi pour que cette croyance qu'ils ont en eux puisse devenir une réalité. Et la pensée précède toujours la matérialisation des faits. Et là-dedans, quand on dit ça, bien sûr, on n'omet pas, parce qu'on en parle souvent dans nos chroniques,
On n'omet pas le fait que ça coûte cher de faire une plainte, ça peut pas se faire n'importe comment. Et d'ailleurs, on essaie en ce moment, même avec Nexus, on essaie de mettre en contact des personnes qui essaient de lever des fonds pour pouvoir faire des cagnottes pour les gens qui ont besoin. Alors, ça coûte cher aussi de rien faire. Hein. Je rappelle aussi, parce que le coût d'une action en justice, c'est combien ça me coûte de rien faire, combien ça me coûte de faire. Si évidemment c'est disproportionné par rapport à l'enjeu, il ne faut pas y aller. Hein. Enfin, très évidemment. Mais c'est pour ça, parfois le fait de ne rien faire coûte beaucoup plus cher que le fait d'agir en justice. C'est passionnant de parler de ça. D'ailleurs, je suis désolé pour tous les novices, parce qu'on essaie de faire cette émission pour tout le monde. Jurisprudence, ça veut dire que quand on gagne, on fait évoluer la loi. Et au début, la loi, par exemple, elle dit vous n'avez pas le droit de faire ça. Et la jurisprudence, ça va être sauf si dans ce cas, il y a ci, il y a ça. Voilà. C'est l'application à un cas qui devient finalement une règle applicable pour toute situation similaire. Tout à fait. Voilà. Comme ça, on est clair sur ces sujets. Allez, on avance, on a réussi à balayer pas mal de sujets. Je rappelle que vous pouvez retrouver en détail des vidéos complètes. Harcèlement moral institutionnel, on a fait une émission d'1 heure sur le sujet. Sur la chaîne YouTube, Maître David Guillon, avocat. Voilà, exactement. La fausse obligation Linky. On avait préparé un droit de réponse ensemble puisqu'on avait passé un sale quart d'heure au mois de mars quand effectivement j'avais sorti un petit extrait marketing où on mettait non, il y a l'obligation pour Linky. Le Linky, il y a c'est une source de débat qui finalement est un peu nulle parce qu'il y a combien 92% des personnes qui sont sous Linky aujourd'hui. Donc il y a 2 millions de personnes qui ne l'ont pas encore. Ah, ça fait quand même 2 millions de personnes qui peuvent... parce qu'il y a des grosses questions de à quel point c'est forcé de mettre le Linky, la sécurité de ce que ça apporte pour la santé aussi. Donc voilà, c'est... Ok, donc il y a quand même 2 millions de personnes que ça touche qui évitent aujourd'hui le Linky. C'est quand même intéressant. Alors, donc, on n'avait pas sorti le droit de réponse à l'époque, mais on ne voulait pas s'arrêter. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'étaient arrêtées à l'extrait qu'on avait mis. Parce que derrière, c'était beaucoup plus construit le propos. Après, il faut regarder l'émission en son intégralité, mais oui. Alors, on refera à l'occasion. Mais là, il y a eu du nouveau. On vous a vu passer sur différents médias libres. Quelle a été la nouveauté ces derniers temps ? Alors, on rappelle l'état du droit. Enedis a l'obligation de déployer les compteurs Linky. C'est la société qui déploie. Enedis, c'est elle qui a l'obligation. C'est elle qui a l'obligation de déployer. Il ne peut pas mettre autre chose. C'est l'État qui a dit Enedis, voilà. Donc c'est le code de l'énergie qui est l'application d'une directive de l'Union européenne qui dit dorénavant il nous faut des compteurs communicants, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir mesurer en temps réel votre consommation. L'idée c'était de moderniser le parc électrique et en même temps permettre de mieux consommer, de mieux organiser la consommation d'énergie des Français. Bon, sur le papier c'est séduisant. Et ça, on voit cette obligation, parce qu'il y en a qui réagissent dès l'obligation d'Enedis, ça fait réagir, parce qu'il y a des assos qui essaient de dire non, il n'y a pas d'obligation. On voit dans les textes que même ceux qui échappent, justement, à cette installation d'Enedis, il y a toujours dans les textes... Il y a une explication, oui, tout à fait. Parce qu'on peut éviter l'obligation, c'est ce qui a marqué à chaque fois. L'obligation, elle repose sur Enedis, pas sur les foyers français, c'est différent. Mais pas sur les Français. Mais ça a deux conséquences. Le premier, c'est qu'Enedis ne peut pas vous mettre autre chose qu'un compteur communicant. Le deuxième, c'est que si votre compteur traditionnel devient défaillant, Enedis ne peut pas vous proposer autre chose qu'un compteur communicant pour le remplacer. Donc ça, c'est la conséquence de l'obligation. Deuxième chose, très importante, Enedis doit respecter le droit de propriété. Ce qui fait que cette obligation d'installation du compteur Linky ne peut pas se transformer en installation forcée à votre domicile par les agents d'Enedis. C'est comme la vaccination obligatoire. Elle est obligatoire, mais elle n'est pas forcée. On ne va pas venir vous chercher avec un policier de chaque côté et vous injecter la substance de force. C'est exactement la même chose pour les compteurs communicants Linky. Ils sont obligatoires. Enedis ne peut pas installer autre chose, mais vous n'êtes pas contraint et forcé de l'accepter à l'intérieur de chez vous. Et je précise bien parce que c'est là-dessus qu'en fait tout le débat porte. Le compteur ne vous appartient pas. Il appartient aux collectivités territoriales. Ça, c'était la petite rectification qu'on avait faite. La deuxième chose, c'est comme ce compteur ne vous appartient pas, s'il n'est pas situé sur votre terrain, et s'il est situé soit dans les parties communes et qu'il y a une autorisation du syndic, soit sur la voie publique, dans ce cas-là, votre avis, en fait, il compte pas. C'est pour ça que là, l'obligation devient dans les faits une installation pure et simple, parce qu'en fait, on n'est pas sur votre terrain et c'est pas votre compteur, puisqu'il n'appartient pas à la personne qui en est le bénéficiaire. Donc ça, c'est hyper important. La Cour de cassation, dans une récente décision du 9 avril 2025, on voit que c'est très récent, a rendu une décision dans laquelle elle rappelle que les compteurs Linky doivent être installés de manière obligatoire. Alors, elle rappelle, ça a été diffusé par la presse mainstream, et en tout cas ceux qui n'ont pas lu correctement la décision, comme étant finalement l'aboutissement du dernier point de résistance des personnes qui s'opposaient aux compteurs Linky.
Quand on lit cette décision, on a le sentiment qu'ils vont pouvoir, les agents d'Enedis, venir de force à l'intérieur de chez vous et installer le compteur Linky. Sauf qu'il faut vraiment lire cette décision dans le détail. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que lorsque l'on lit cette décision, on ne sait pas si le compteur en question dans l'affaire qui a été tranchée était situé dans une partie privative, dans une partie commune ou sur la voie publique. On va voir la décision de la Cour d'appel, on n'a pas cette information puisqu'elle renvoie au fait de la première décision qui a été rendue par le tribunal judiciaire de Paris. Et cette première décision, elle n'est pas consultable sur Internet. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a un élément essentiel qui est où se situe le compteur, qui n'est pas précisé dans la décision d'appel et qui n'est pas précisé par la Cour de cassation. Donc ça fait un vide juridique, un flou juridique? En tout cas, on peut se poser la question de c'est quoi la portée de la règle. Parce que le considérant, il est, on va dire, extrêmement bien rédigé. Il vous dit le compteur Linky est obligatoire, vous ne pouvez pas vous y opposer et votre consentement n'est pas attendu. Bon, très bien, c'est déjà ce qui existait avant, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La question, c'est est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle règle de droit qui dit que maintenant on peut venir chez vous? Est-ce que c'est une invitation à ce que Enedis puisse saisir le juge des référés et donc pénétrer chez vous, quitte à avoir également l'assistance de la force publique pour venir installer de force le compteur? Ou est-ce que finalement c'est juste l'application traditionnelle des règles qui existaient déjà? Moi, c'est mon interprétation, c'est celle que j'avais donnée sur Tocsin. C'est que en réalité, la Cour de cassation a rédigé volontairement un considérant de principe relativement flou pour permettre à ceux qui ne maîtrisent pas le droit, pour permettre à ceux qui veulent appliquer de force les compteurs Linky d'avoir du grain à moudre. En d'autres termes, en ne précisant pas où se situaient les compteurs Linky, la Cour de cassation a omis volontairement cette information pour laisser penser à ceux qui, évidemment, n'ont pas la possibilité d'interpréter correctement cet arrêt, que dorénavant, on va pouvoir venir chez vous. Parce que finalement, c'est quoi? C'est un combat psychologique avant d'être un combat juridique. C'est-à-dire que si vous êtes persuadé que vous n'êtes pas dans votre bon droit et qu'on doit venir chez vous pour vous installer le compteur Linky, dans les faits, il va se passer quoi? Vous allez dire, bon, ok, je vous autorise à le faire. Et c'est là où la supercherie est extraordinaire pour la Cour de cassation. C'est-à-dire qu'avec une règle aussi floue, vous ne permettez pas aux citoyens qui n'a pas connaissance à cette connaissance juridique de pouvoir lutter efficacement et finalement de rappeler que on ne peut pas pénétrer chez vous sans aucune autorisation. Et donc là, comment on doit interpréter ça? S'ils font évoluer le droit là-dessus, c'est parce qu'ils semblent vraiment prêts à mettre, là c'est de la spéculation qu'on fait, mais est-ce qu'ils semblent prêts à mettre la main sur les 2 millions de personnes qui n'ont pas de compteur Linky? Moi je pense que la Cour de cassation a fait un coup de bluff. Que la qualité des personnes qui incarnent la Cour de cassation fait qu'il est impossible qu'il n'ait pas pris la peine de préciser, ne serait-ce que dans les faits, où se situait le compteur Linky. Parce qu'en fait, c'est de là que tout part. C'est l'élément essentiel. Il se situe où, ce compteur? S'il se situe à l'intérieur de chez vous, on ne peut pas pénétrer chez vous. Terminé, point. Pour vous, c'est pas normal qu'ils aient omis cette information dans... Non, pour moi, ça ne s'explique que parce que la Cour de cassation a voulu briser toute velléité des 2 millions de personnes qui opposent encore le compteur Linky. Et que sans tordre les règles de droit, elle a volontairement écrit un considérant de principe qui était flou pour permettre son interprétation et donner du grain à moudre en plus à Enedis qui vous dira « Regardez, la dernière décision de la Cour de cassation nous donne raison et en plus, ça a été médiatisé. » En d'autres termes, c'est de la propagande. Pour d'autres... Oui, c'est passionnant. Et quand même, alors il faut qu'on aille sur les autres sujets, mais c'est fascinant. C'est qui la Cour de cassation? Ce sont des juges? Qu'est-ce que vous connaissez à ce niveau-là? Qu'est-ce que vous connaissez sur leur degré d'influence? Est-ce qu'ils sont influencés par d'autres personnes? Qu'est-ce qu'ils en ont à faire, les juges, d'aller chercher ces personnes, d'aller embêter ces 2 millions de personnes qui n'ont pas de compteur? Alors, ce sont des hauts magistrats, hein. Déjà, ce sont des hauts fonctionnaires. Oui. Ils sont indépendants et impartiaux. Maintenant, ce sont des hommes comme tout le monde. Et effectivement, ils sont animés par des valeurs, par des choix qui peuvent être plus ou moins politisés. Ouais. Et clairement, aujourd'hui, on peut se poser la question si les membres de la Cour de cassation ne sont pas politisés, parce qu'on a eu quelques tribunes de certains hauts magistrats qui ont donné leur avis sur des situations hautement politiques. Et évidemment, aujourd'hui, on peut se poser la question de l'orientation de ces magistrats qui sont censés être indépendants et impartiaux.
passionnant comme réponse. J'ai bien fait de poser la question. Hein. Il y a un sujet à creuser derrière. Allons alors rapidement sur Takata. Donc ça, c'est les airbags que Citroën avait sous-traités et qui explosent à la tête d'utilisateurs qui envoient des petites pièces quand l'airbag se déchire, je ne sais pas comment on dit. Et il y a eu des morts, des personnes qui ont été gravement blessées, faiblement blessées, il y a eu de tout, mais il n'y a pas que les morts qui comptent dans ces cas-là, il y a aussi toutes les personnes qui perdent, qui se retrouvent handicapées. On rappelle qu'il n'y a pas que les airbags Takata dans ces airbags de Citroën, c'est un truc qu'on m'a fait remonter parfois, mais donc alors là, il y en a encore eu un nouvel accident à Reims dernièrement. Ouais. Alors, les airbags Takata, les airbags tueurs de l'équipementier Takata, qui était une entreprise japonaise qui a équipé tous les constructeurs automobiles du monde, donc il n'y a pas que Stellantis et Citroën, et qui effectivement étaient des airbags de mauvaise qualité. Le gaz contenu à l'intérieur de ces airbags, par l'effet du temps et de la chaleur, se dilate, la pression augmente et au moment du déclenchement, qui peut être à l'occasion d'un léger choc ou de manière spontanée, boum, il explose pendant que vous roulez, eh bien, va arracher des pièces métalliques et les projeter à toute vitesse en direction du visage et du corps des conducteurs. Ce qui fait que certains sont blessés, voire tués. Et effectivement, le 11 juin dernier, il y a une femme qui est décédée à Rennes en raison d'un airbag qui s'est, pas de bol, il s'est déclenché. Donc la question qu'on peut se poser, c'est... Comment se fait-il que le 11 juin 2025, alors que la campagne de rappel a commencé en mai 2024, nous ayons encore des personnes qui décèdent? Sachant que le 11 juin, c'était en métropole, mais en avril, une personne était décédée en Guadeloupe. Il faut rappeler que la campagne, c'était on rentre sa plaque d'immatriculation et on voit si le véhicule doit être rappelé, et du coup, on le fait changer en garage. Tout à fait. Alors ça, c'est sur le papier. Donc Stellantis vous dit qu'il y a 250 000 véhicules qui sont concernés et on a rappelé tous les véhicules. Tous les véhicules, tous, sans aucune exception. Bon, ce qu'on comprend, et j'ai fait une émission sur le sujet, sur la chute de Stellantis en mai 2025, justement pour l'anniversaire de cette campagne de rappel, il y a aujourd'hui, dans notre action collective qui regroupe un peu plus de 200 conducteurs, il y a deux types d'arguments que j'invoque. Il y a le avant mai 2024, c'est-à-dire que Stellantis savait. Et finalement, ce n'est que parce que le documentaire de TF1 est sorti qu'il n'était plus possible de cacher les cadavres sous le tapis. C'était un peu trop gros. Donc dorénavant, ils ont été obligés de mettre en place une campagne de rappel. On peut estimer qu'à partir de mai 2024, ils ont fait le taf puisqu'il y a énormément de personnes qui se sont plaints de l'immobilisation de leur véhicule. C'était une sorte d'enfer opérationnel. Stellantis en a pris quand même grande note, puisqu'effectivement, ils ont rappelé énormément de véhicules en même temps, et surtout, les médias avaient fait quand même du très bon travail. Pour le coup, là, on peut saluer un peu BFM et TF1, qui ont fait un bon boulot, puisqu'ils ont informé largement le grand public sur les risques de déclenchement spontané et de mort causés par ces airbags Takata. Donc, de nombreuses personnes ont immobilisé les véhicules et ont fait le nécessaire. Mais ils ont été confrontés à une deuxième problématique, c'est qu'ils n'avaient pas les moyens opérationnels de changer rapidement les airbags et de proposer des véhicules de remplacement. Ce qui fait que certains étaient finalement contraints et forcés de continuer de rouler avec leur véhicule. Voyant cela, ils se sont dit très bien, on va plutôt rappeler progressivement les véhicules, certains modèles, dans certains départements, et on va tenir compte d'un calendrier. On va commencer plutôt par les dom-toms pendant la période hivernale, et puis on va accélérer la campagne de remplacement pour l'été en métropole. Sauf que finalement, ça se fait au fur et à mesure, ça se fait très lentement, et en réalité, il y a beaucoup plus de véhicules que ça. C'est initialement les C3 et des S3, mais en fait, c'est tous les modèles équipés d'un airbag Takata. Sauf que si Stellantis procède à un rappel immédiat, ça va être l'enfer opérationnel. Donc aujourd'hui, on a volontairement un industriel de l'automobile qui a décidé de laisser porter le risque d'avoir potentiellement des morts plutôt que de subir une campagne de rappel qui conduirait à une insatisfaction grandissante des conducteurs. Et c'est la raison pour laquelle, Romain, il va y avoir d'autres morts. C'est une évidence, parce qu'aujourd'hui, Stellantis a fait le choix de la rentabilité économique sur la vie. La vie, c'est juste une variable d'ajustement économique. Et c'est des affres du capitalisme qu'il va falloir régler. Ça, c'est le pire du capitalisme. Effectivement. Les ZFE, on n'a plus beaucoup de temps, il nous reste 4 minutes avant qu'on doive rendre le studio. Les ZFE, donc on a reçu Alexandre Jardin notamment qui avait participé à cette victoire. Les zones à faibles émissions, très rapidement, quelques mots dessus. Vous pensez que c'est une victoire temporaire ? Alors, déjà, bravo à Alexandre Jardin, parce qu'il est resté mobilisé depuis janvier 2025, il fait un travail incroyable, et ça démontre quoi ? Que quand on discute avec des politiques, quand on a des hommes, des écrivains qui prennent la parole en public et qui sont capables de motiver et de fédérer du monde autour d'une cause,
on est capable de faire bouger les lignes. C'était pas évident, parce que j'ai dit qu'il fallait faire exactement ça pour la monnaie numérique. J'espère qu'Alexandre Jourdain ou d'autres personnalités publiques s'empareront de ce sujet. La deuxième chose, c'est que vous chassez les ZFE par la porte, ils reviendront par la fenêtre. Je pense que le macronisme a un plan en tête, et que ce plan, c'est de toute façon d'appliquer des zones de qualité de l'air qui vont exclure les automobilistes. Les ZFE étaient impopulaires en raison notamment de leur caractère de ségrégation économique. Elles reviendront d'une autre manière. Et d'ailleurs, la presse a déjà évoqué ce sujet sur les prochaines législatives, les prochaines commissions parlementaires qui vont donner lieu à la mise en place de nouvelles mesures. On les appellera plus ZFE, mais dans les faits, ce sera exactement la même chose. Donc attention aux effets d'annonce. Les ZFE ont été supprimés. Vive les ZFE, comme on dit, puisqu'elles vont revenir. Et ça, il faudra absolument se mobiliser, ne pas se laisser avoir par une nouvelle appellation ou de nouvelles règles qui, en réalité, seront toujours de la ségrégation économique. Comme pour l'euro numérique, faut attaquer faut se défendre dès que le projet n'est pas encore complètement installé. Ça montre que ça marche. Et ça montre encore une fois que peut-être qu'Alexandre Jourdain aurait pu vendre du rêve en disant on va s'opposer aux ZFE, ça va tomber. Mais finalement, il a fait de ce rêve, de cette volonté, une réalité. Donc bravo à lui. La plainte des patriotes, pour terminer, on va réussir à finir notre programme. La plainte des patriotes. Donc j'ai eu l'immense honneur d'accompagner les patriotes incarnés par Florian Philippot sur la question... Parti politique des patriotes, pardon. Parti politique des patriotes, sur la question de la décision prise par la Commission européenne le 4 décembre 2024, qui a décidé de mettre en place un principe de non-divulgation de tous les documents écrits par ou pour la Commission européenne. En d'autres termes, les SMS, les contrats, bref, vous comprenez très vite quel est l'intérêt finalement de cette décision qui a été mise en place en décembre 2024. Il ne s'agit pas d'un combat politique. D'accord ? Ce sont les patriotes qui se sont engagés en cette voie-là, mais en réalité, n'importe quel citoyen aurait pu le faire, mais malheureusement, ce sont les seuls qui se sont engagés sur ce terrain. Donc bravo à eux, parce que c'est pas un combat politique, c'est un combat qui nous concerne tous. Mais c'est là, à la limite, qu'on attend un groupe aussi politique, ou n'importe quelle association en général. Tout à fait. Donc l'objectif de cette action, c'est donc de demander à la Commission européenne de retirer cette décision qui met en place un principe de non-divulgation. Vous, en tant que citoyen, si demain vous demandez la communication de certains contrats SMS ou autres, pour des raisons que je ne maîtrise pas, eh bien, vous auriez à démontrer que ça ne porterait pas atteinte à un intérêt public, sécurité, santé publique, et par conséquent, en fait, dans les faits, ce serait impossible. Vous seriez confronté à une preuve impossible à rapporter qui vous empêcherait, dans les faits, d'accéder à tous les documents mis en œuvre par la Commission. Ce qui est très problématique, puisque dans un régime démocratique, vous devez tout savoir du gouvernement ou des personnes qui prennent des décisions qui vont impacter votre vie. Là, c'est l'inversion totale des valeurs. Donc nous avons demandé le retrait de cette décision. Nous n'avons pas eu de réponse pour l'instant. Nous avons 2 mois pour saisir le tribunal de l'Union européenne, qui sera chargé d'annuler cette décision. Et la chance que nous avons, c'est que les règlements européens applicables en la matière sont favorables, c'est-à-dire vont dans notre sens. Le principe, c'est la communication et la divulgation de ces documents. Et par exception, c'est à la Commission de rapporter la preuve que ces documents, si on les communique, ça peut porter atteinte à la santé ou à la sécurité publique. Je sais pas comment on a réussi à faire 7 sujets en 30 minutes, c'est une grande prouesse. Et encore une fois, vous pouvez retrouver les vidéos sur la chaîne YouTube de Maître David Guyon. Si vous voulez regarder en détail tous ces sujets-là, de l'euro numérique jusqu'aux ZFE, en passant par cette plainte, c'est très intéressant et on est ravis de voir qu'il y a des solutions aujourd'hui pour les citoyens d'utiliser encore ce qui reste de l'état de droit, même si parfois il y a des failles, il y a encore des failles qui servent aux citoyens. Merci d'incarner ça, Maître David Guyon, et on espère continuer. Les gardiens du droit, c'était la première saison qu'on faisait. On n'a pas le temps de débriefer là, mais on va débriefer hors caméra ensemble. Merci à tous d'avoir suivi la soirée Nexus le 5 septembre. N'oubliez pas de vous inscrire, il y a 700 places pour vous. Il faut s'inscrire. Et le dernier Nexus est toujours en kiosque ou sur nexus.fr. À bientôt, bye bye. À bientôt. Au revoir, Maître.